Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez. Bienvenue à votre émission de prédilection, Mac Bazar, une émission à caractère sociopolitique, comme j'ai l'habitude de dire. Aujourd'hui, un sujet très alléchant, mais qui sort un peu des sentiers battus de la politique, comme j'ai l'habitude de faire. Une question aussi importante pour la vie de la nation, pourquoi pas, pour la vie des Congolais. Culture démocratique exige, en tout cas, il sera question ici d'examiner en tout cas la question des juridictions, il faut dire administratives dans notre pays. Vous voyez que ça dépasse un peu votre entendement, mais il faut le faire. On rappelle aujourd'hui ces tribunaux venaient de célébrer leurs 10 ans d'existence, je veux dire le tribunal de Brazzaville et de Pointe-Noire venait de célébrer donc leurs 10 ans d'existence. Quoi donc ces tribunaux? Et il faut rappeler que ce jour de la célébration avait eu lieu une conférence de presse, en tout cas animée par le professeur Placide Moutoudou, que les Congolais connaissent bien. Il faut rappeler qu'il est agrégé en droit public, il est doyen honoraire de l'université Marien Ngouabi. Donc c'est avec lui que nous allons échanger pendant 1 heure du temps sur certaines de ces questions aussi complexes. Voilà. Et donc il faut dire que 10 ans après leurs existences et exercices, que pouvons-nous retenir? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces tribunaux? Bonjour, professeur. Bonjour, bonjour à vous. Tout le plaisir à nous, en tout cas, pour vous avoir pour la première fois sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, professeur, dans notre tradition, lorsque vous avez livré une communication qui a un intérêt public, nous nous arrangeons à pouvoir vous inviter sur ce plateau Mac Bazar, en tout cas pour la restitution, parce que l'idéal, certainement pour les communicateurs, surtout les intellectuels, pourquoi pas les juristes, c'est d'atteindre le souverain primaire, d'atteindre le citoyen congolais pour inculquer ce savoir et cette culture dans la masse. C'est votre raison d'être. Alors, comme je venais de le dire, 10 ans après l'existence de ces tribunaux administratifs et exercices, vous avez pensé tenir une conférence de presse sur la question. Ça s'est passé entre les 4 murs. Alors, mais aujourd'hui, devant ce plateau, pourquoi cette conférence de presse? Merci. Elle est historique. Elle est historique parce que les tribunaux administratifs, au Congo, nous en avons 2, de Brazzaville et de Pointe-Noire, ne sont pas très connus du grand public. Voilà. Et il fallait les sortir un peu de leur cachette, en quelque sorte. Parce que la juridiction administrative au Congo est apparue un peu comme par effraction dans la législation congolaise. Ah bon? Et il nous revient, nous, doctrinaires, de mettre à la connaissance, à la disposition du public, ces grandes réformes qui ont été faites. Et 10 ans, ça se fête. 10 ans, ça se célèbre. C'est vrai, 10 ans, c'est pas beaucoup, mais 10 ans en même temps, c'est beaucoup parce que depuis l'indépendance, nous n'avons jamais eu, c'est vrai qu'on avait créé une juridiction en 1952, mais qui n'a pas fonctionné. Nous n'avons jamais eu des tribunaux administratifs qui fonctionnent selon les normes administratives et qui disent le droit administratif dans la durée. Voilà. C'est donc une révolution en soi. Voilà. Et nous avons tenu à ce que ça soit célébré. Alors, la jeunesse, vous avez dit, c'est né par effraction. Alors, la jeunesse, quel est le déclic? D'où est parti ces tribunaux avant que vous puissiez les mettre à jour? Est-ce qu'il y a une histoire à retenir là-dessus? Effectivement, il y a une histoire. Les tribunaux administratifs, sous la colonisation, voilà. nous avions un conseil du contentieux, on appelait ça conseil du contentieux administratif, qui couvrait tout le moyen Congo, toute l'AEF, enfin tout l'AEF plutôt, c'est au-delà du moyen voilà. Congo, donc l'Afrique équatoriale française. Quand on arrive en 1959, la République est proclamée une année avant, et 1959, une loi crée un tribunal administratif du moyen Congo, ou plutôt de la République du Congo, mais en réalité, dès que la République est proclamée en 1960, tout le monde a oublié. Et cette juridiction-là avait pour juridiction supérieure le Conseil d'État français. En d'autres termes, jusqu'en 1962, on était lié au droit et à la juridiction française. Parce que quand ce tribunal administratif, si jamais il aurait rendu des décisions, ces décisions auraient été présentées devant le Conseil d'État français, donc d'indépendance juridique et judiciaire.
on n'en avait que le nom. Ah, ok. Et la réforme est arrivée par la loi du 20 janvier 1962 qui mentionne l'existence des tribunaux administratifs, mais on ne les crée pas. En 1983, jusque-là, qui gérait le contentieux administratif? C'est le juge judiciaire. Donc, on traitait le contentieux de l'administration de la même manière qu'on traitait le contentieux de divorce, d'expropriation, des criminels et tout ça. Et en 1983, la loi du 21 avril 1983 reprend la création des tribunaux administratifs, mais ne les crée pas, ne les met pas en fonction, ne les installe pas, voilà, ne les installe pas, jusque malheureusement en 1996, la loi de 1996, mars 1996, qui crée le tribunal administratif de Pointe-Noire et le tribunal administratif de Brazzaville. Mais même là, après qu'on ait créé, on a oublié. Il a fallu attendre 2014 pour que des juges soient nommés dans ces deux tribunaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à travailler, ce qui fait que 2014, 2024, ça nous fait 10 ans, et c'est ça que nous avons célébré. Merci beaucoup, professeur. Alors, on ne peut pas en parler sans savoir ce que sont ces tribunaux réellement. Dans la culture congolaise, comme nous l'avons dit au départ, cela échappe quand même. Mais c'est quoi un tribunal administratif? Alors, contrairement à d'autres tribunaux judiciaires, voilà. Le tribunal civil, parce que il y a les tribunaux civils, il y a les tribunaux commerciaux, voilà, du commerce qui traitent les juges et les commerçants, il y a le tribunal du travail qui juge les employeurs et les employés. Le tribunal administratif, c'est un juge spécial. C'est un juge spécial qui a pour mission de régler les litiges qui opposent l'administration, que ce soit l'État ou les collectivités locales, aux administrés. En d'autres termes, quand vous avez affaire à l'État, vous avez été mal soigné dans un hôpital, on a agressé un enfant dans une école publique, on a été exproprié sans être indemnisé, par exemple, vous devez saisir le tribunal administratif. Parce que l'administration incarne l'intérêt général. Et donc, on ne peut pas juger l'administration comme on juge un particulier, comme on jugerait un Koulouna ou quelque chose de... Donc, à partir du moment où même les finances publiques de l'État doivent être protégées, parce que si on condamne n'importe comment l'État, l'État ne fera pas faillite, parce que l'État ne peut pas faire faillite, mais il aura des difficultés à faire face à d'autres besoins en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de transport. Voilà. Donc, le tribunal administratif statue sur les litiges qui opposent l'administration aux particuliers, dans le cas de la défense de leurs droits et libertés. Mais c'est surprenant quand même pour ceux qui me suivent, parce que ce n'est pas encore imprégné par les Congolais, parce que c'est n'importe qui tribunalise l'État. C'est très facile, et c'est quotidien d'écouter les Congolais dire « mais l'État ne gagne jamais les procès ». Voilà. Oui, mais parce qu'il faut... c'est une culture, en fait, une culture administrative, une culture juridictionnelle qu'il faut avoir et qu'on a capitalisé pendant 10 ans. C'est pas très exact de penser comme ça, parce que depuis qu'on a créé les tribunaux administratifs, il y a maintenant des juges spécialisés dans le contentieux administratif qui disent le droit administratif et qui défendent, qui dans leurs décisions protègent les intérêts de l'État. Ce n'est pas toujours exact de penser que l'État perd des juges. Mais il le fait aussi, il le perd, non pas parce que l'État est délinquant ou quoi, non, c'est pas ça. Mais c'est que pendant longtemps, à partir du moment où l'État était jugé comme tout le monde, la règle de droit spécifique et le droit administratif était manipulée par en fait des personnes qui n'ont pas été formées à traduire l'État devant les tribunaux. C'est une formation spéciale, et dans beaucoup d'États, ce sont des juridictions à part. Hein. C'est comme si on était en médecine, on dirait que le juge judiciaire, c'est le médecin généraliste, et le tribunal administratif, c'est le médecin spécialiste. Ah bon, voilà, comme ça, on comprend mieux le rôle de ces deux tribunaux qui sont en train de faire un grand travail, parce qu'une démocratie fonctionne aussi parce qu'il y a la justice, et la justice est le dernier rempart dans une démocratie. Et si l'administré congolais ne connaît pas son juge, ne sait pas à qui s'adresser lorsqu'il a été exproprié, lorsqu'il a subi un dommage dans un hôpital, lorsqu'il a subi un dommage dans une école ou en matière de transport public,
la démocratie, on n'avance pas, on n'avancerait pas. Alors, mes profs, quand je vous suis, vous avez laissé entendre qu'il est arrivé une période où vous avez trouvé l'État congolais ou le milieu juridictionnel a pensé qu'il fallait séparer ces tribunaux de nos tribunaux habituels. Quel est l'intérêt? Ah, c'est là où peut-être qu'il faut rappeler l'histoire aussi avant d'aboutir à l'intérêt. Nous saluons l'œuvre législative du président de la République, Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui, à partir de 1983, a, par ses réformes législatives, dégagé le contentieux public, au-delà même du contentieux administratif, le contentieux public tout entier du juge judiciaire. Parce que nous avions une Cour suprême qui était, permettez-moi l'expression, un multiservice qui dit le droit pénal, le droit civil, le droit commercial, le droit social, le droit administratif, le droit financier. Et à ce moment-là, il y a eu une réforme du 21 avril 1983 dans laquelle on a créé des juges administratifs. On a dit le contentieux de l'administration doit être jugé par un juge spécial selon des règles spéciales. On a aussi créé la Cour des comptes 1983. Donc il y a eu deux réformes majeures du 21 avril 1983 et une année plus tard, 1984, on a créé le Conseil constitutionnel. Voilà. Et là aussi, on a dit à la Cour suprême, s'il ne vous revient plus de statut en matière constitutionnelle, il y a une juridiction spéciale à part. On appelle ça le modèle kelsénien. Et je reviens sur ça, je salue le président de la République, l'œuvre du président de la République, parce que nous étions le troisième pays en Afrique, en 1984, après Djibouti et Madagascar, à avoir un conseil constitutionnel qui a fonctionné de 1984 à 1991 jusqu'à la conférence nationale. Et donc nous avions deux contentieux qui ont été dégagés en 1983 du juge judiciaire, le contentieux administratif, trois contentieux même, le contentieux administratif, le contentieux financier, avec la Cour des comptes, et le contentieux constitutionnel. Donc l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui, les 10 ans des tribunaux administratifs, vient parachever en quelque sorte l'œuvre qui a été commencée en 1983 et 1984. Et malheureusement, la Cour des comptes n'a commencé, elle aussi, à fonctionner qu'en 2005. Et c'est toujours, comme par hasard, sous le règne du président Denis Sassou Nguesso. L'homme a un regard sur ces questions. Voilà. Alors, au cours de la conférence de presse, vous avez beaucoup martelé sur la révolution. Et certainement, l'auditoire congolais a mal à comprendre, vu souvent la caducité de ce domaine, pour certains non aiguisés. Alors, pourquoi parlez-vous aussi, vous parlez de révolution? Qu'est-ce qui a été révolutionné, sans nous redire, quoi? Oui, oui, c'est vrai, le mot peut paraître fort, mais il est exact, il est à sa place. Il y a eu une révolution juridique et judiciaire. Pourquoi? Parce que en fouillant dans la jurisprudence de la Cour suprême, de la Cour d'appel de Brazzaville, des autres cours d'appel, de Pointe-Noire, de Oando et de Ouesso, de Dolisie, on ne retrouve aucune décision. Bon, je mets tout le monde à défi, mais moi je n'ai retrouvé aucune décision dans laquelle l'administration est condamnée ou disculpée sur la base de la Constitution. En d'autres termes, je n'ai pas retrouvé un arrêt de la Cour suprême qui condamne l'administration sur la base de la Constitution. C'est-à-dire que devant les tribunaux, la Constitution n'a pas toujours été considérée comme un vrai droit. On se dit, bon, c'est du droit politique, c'est la politique, c'est politicien. Oui. Mais les deux tribunaux administratifs de Brazzaville et de Pointe-Noire, depuis 2014, pendant 10 ans, sont en train de nous démontrer que la Constitution, c'est du droit. Et que si vous violez le droit constitutionnel, vous pouvez être condamné devant les tribunaux. Le principe d'égalité qui est prévu, par exemple, à l'article 15 de la Constitution, est une source majeure. Il y a eu des avancements irréguliers dans l'administration militaire au Congo, où des personnes qui étaient dans la même situation, qui avaient le même grade, n'ont pas accédé au grade supérieur dans les mêmes conditions. Et le tribunal administratif de Brazzaville a dit que l'administration militaire a violé le principe d'égalité, parce que ce principe exige que les personnes se trouvant dans la même situation doivent être soumises à la même règle de droit. Hein, c'est l'histoire, par exemple, des enfants sortis de l'école des cadets, comme on les appelle. Ils ont triché, ils se sont attribués des grades qu'ils ne méritaient pas. L'administration militaire s'en est rendu compte. On les a rétrogradés. Sauf que parmi les rétrogradés, il y avait les fils à papa. Et ceux-là n'ont pas été rétrogradés. Le juge a dit non, il faut les traiter de la même manière. Et ça, en convoquant carrément la Constitution.
Autre exemple, des personnes ont voulu, toujours dans l'administration militaire, acquérir le grade de colonel. Ils ont saisi le juge, ils ont dit au juge de reconstituer leur carrière. Le juge a dit non, il y a la séparation des pouvoirs qui est inscrite dans la Constitution. La reconstitution des carrières, l'histoire de l'avancement en grade dans l'armée relève du chef suprême des armées, du président de la République. Mais dans la cour, dans les juridictions suprêmes, on ne retrouve pas ces raisonnements. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est une très bonne chose de dire à chacun que la Constitution, c'est le premier de nos instruments juridiques. Il y a même des décisions du tribunal administratif de Pointe-Noire qui disent que, par exemple, il y a une histoire, pour parler simple, oui. C'est qu'il est exigé par la loi de 1983 que lorsqu'un étranger au Congo saisit la justice, il doit verser une caution. Parce qu'il peut fouiller, il peut s'en aller, tout ça, donc il faut une caution. Et le tribunal administratif de Pointe-Noire a dit non. À partir du moment où la charte africaine de 1981 dit que les nationaux et les étrangers ont les mêmes droits devant la justice, il ne faut plus exiger cette caution parce que l'exigence de cette caution est une pratique anticonstitutionnelle. Et ça, c'est à saluer. Mais franchement, à saluer. Hein. À saluer, il faut être fier peut-être de nos magistrats qui font ce travail. Mais franchement, sans vous en tout cas, sans les juristes de votre gabarit, hein, on ne peut pas comprendre ces choses, même l'opinion, en raison pour laquelle, chez les téléspectateurs, nous allons toujours chercher les sachants, les emmener sur ce plateau pour vous édifier à propos de certaines questions. Alors, ça me taraude comme ça. Est-ce que ces tribunaux sont sur la botte, par exemple, des procureurs? Oui, il y a un procureur là-bas. En fait, au début, justement, il n'y avait pas d'ambition. C'est pour ça que j'ai parlé d'une éruption, d'une création presque par effraction. Effectivement. Parce qu'en réalité, les premières juridictions administratives datent de 1989, en réalité. C'est dans la fonction publique. Lorsqu'on a créé des conseils de discipline, la loi du 14 novembre 1989 dit que les décisions du conseil de discipline dans la fonction publique relèvent en cassation de la Cour suprême. Une fois qu'on a parlé de cassation, ça veut dire que ce sont des tribunaux. Oui. Mais en 2014, quand on les installe, c'était le juge unique, il y avait un président tout seul, sans magistrat, et ça a duré à peu près une année. La preuve, ici à Brazzaville, il est installé à Bakongo dans un petit logement sans ambition. Et je pense que c'est pas... le décideur devait quand même rehausser, enfin s'occuper des problèmes de matériel. Pourquoi il n'est pas au Grand Palais? Pourquoi le tribunal administratif de Brazzaville n'est pas au Grand Palais? Pourquoi on est allé le mettre dans un petit bureau d'une direction départementale des droits humains? C'est un manque d'ambition. Je pense que le tribunal administratif de Brazzaville mérite mieux. Voilà. Merci, c'est déjà un plaidoyer, hein, en tout cas. Alors, prof, je pose cette question de savoir si ce tribunal est sous la botte du procureur, simplement parce que le président a une politique qu'il avait décrétée dans ce pays, la lutte contre la corruption. Nous avons, nous journalistes, hein, nous faisons des enquêtes, nous suivons le parquet de Brazzaville et nous suivons les dénonciations. Il est arrivé des occasions où le procureur interpelle ceux qui mettent la main sur les fonds de l'État. Ça passe par nous, la presse, et on constate. Est-ce que ces tribunaux peuvent avoir une implication dans de telles questions? Ah oui, je vais revenir, si vous me permettez, sur la manipulation par le juge de la Constitution. Ouais. J'ai une affaire qui me revient comme ça. Un élu local incarcéré, l'élu local dit vous m'avez incarcéré, très bien, mais vous avez violé mon droit de la présomption d'innocence qui est prévu à l'article 9 de la Constitution. Et la Cour suprême, qu'est-ce qu'elle dit? Au lieu de regarder si les faits qui sont évoqués correspondent ont une relation avec la disposition constitutionnelle, elle dit non, vous êtes élu local, nous allons appliquer le droit des collectivités locales, puisque donc il préfère se référer à la loi qu'à la Constitution. Donc, pour venir à votre question, oui, c'est vrai que devant les tribunaux administratifs, les questions de détournement sont rares, parce que c'est plutôt souvent l'action de l'administration qui cause dommage à autrui. En matière d'expropriation, par exemple, je l'ai dit, en matière de santé, les personnes qui sont... Oui, et le procureur
est saisi, ou peut se saisir, puisqu'il a l'opportunité de poursuite. Il y a un procureur devant les tribunaux administratifs. Mais après, c'est le juge qui dit. En fait, la difficulté à laquelle les tribunaux administratifs sont confrontés, mais c'est beaucoup de juges, hein, c'est l'exécution des décisions. Oui. Sinon que l'administration est condamnée, mais l'exécution des décisions, le droit de l'OHADA, pour l'instant, moi, je considère que c'est un obstacle, puisque on ne peut pas saisir les biens de l'administration. Première règle. Et donc, lorsque l'administration est condamnée, parfois, elle veut indemniser, mais nous sommes dans un pays sous-développé. Donc, il y a des priorités parfois qui ne sont pas toujours judiciaires. Hein. À ce moment-là, le condamné ne rentre pas dans ses droits parce qu'il ne revient pas au tribunal administratif d'incarcérer les gens. Ça, c'est au juge pénal de le faire. Mais le problème du juge du tribunal administratif, c'est que lorsqu'il y a un droit qui est violé, il doit dire que le droit a été violé. Lorsqu'il y a eu une décision, par exemple, il y a eu des ouvertures de pharmacies illégales en violant toutes les procédures. À ce moment-là, le tribunal tire la sonnette d'alarme et dit attention, là, vous ne pouvez pas permettre à un étranger, si c'est le cas, d'ouvrir une officine pharmaceutique. Et l'ordre des pharmaciens peut se porter partie civile et demander éventuellement des dommages et intérêts et tout ça. Mais en tout cas, on a des gros problèmes. Moi, j'appelle ça même, je qualifie ça de déni de justice. Il y a un déni de justice que nous vivons parce que vous pouvez obtenir une décision en bonne et due forme, une condamnation de l'administration, mais ne pas rentrer dans vos droits parce qu'au Trésor, c'est autre chose qui se passe. Est-ce que là, il faut d'autres armes, d'autres instruments peut-être? Oui, il faut des réformes. Il faut une réforme. Dans l'espace OHADA, certains États ont par exemple créé une obligation de l'État d'inscrire dans la loi de finances toutes les dettes judiciaires que l'État a. Donc, chaque année, on ferait, dans la loi de finances, on dirait, bon, M. Oudoudou est bénéficiaire d'une indemnisation. Bon, on inscrit ça dans la loi de finances. Ça s'est déjà passé chez nous ici. Hein, il y a une quinzaine d'années, il y a un ministre des Finances qui avait ordonné, et ça avait été exécuté, que tous ceux à qui l'État devait, par la voie judiciaire, devaient être payés. Et ça avait été fait. Mais au lieu que ce soit quelque chose d'isolé, il faut que ce soit officiel, que ce soit inscrit dans la loi de finances. Et on créait, moi je propose la création d'une agence judiciaire du Trésor, c'est-à-dire des comptables publics qui n'auraient pour rôle que de gérer ce type de contentieux. Parce que, figurez-vous qu'on peut faire sortir de l'argent de l'État de toute manière. Hein. Oui. Et on peut imaginer des condamnations parfois infondées. Et l'argent de l'État. Donc il faut... Or, le ministère de la Justice aujourd'hui, parce qu'au Congo, lorsque vous voulez poursuivre l'État, il faut vous adresser au ministre de la Justice. Mais ce n'est pas toujours sa priorité. C'est pas toujours sa priorité. Le contentieux qui relève, par exemple, du ministère de la Fonction publique ou du ministère des Finances, le ministre de la Justice, il a d'autres priorités. Donc il faut qu'on élève des hauts fonctionnaires pour s'occuper que de ce contentieux, pour le recouvrement, pour le paiement des indemnités. Mais en amont aussi, le tribunal administratif, la juridiction administrative, parce que je plaide pour la création d'un ordre juridictionnel administratif autonome. À ce moment même, la question de l'appellation de la Cour suprême va se poser. Elle est suprême en quoi? Parce que toutes les autres juridictionnels seront suprêmes. Suprême en matière constitutionnelle, suprême en matière financière, suprême en matière administrative. Et l'actuelle Cour suprême serait, on chercherait une appellation. Parce que, figurez-vous que déjà, elle a perdu le contentieux des comptes, elle a perdu le contentieux constitutionnel, et moi je plaide pour qu'elle perde le contentieux administratif. À ce moment-là, il restera quoi? Le juge civil, le contentieux civil, le contentieux pénal. Elle a aussi perdu le contentieux commercial, puisque le contentieux commercial relève de la Cour commune de justice et de l'arbitrage qui est à Abidjan. Donc pourquoi continuer à l'appeler Cour suprême? Donc ce sont des réformes qu'il faut avoir. Et si jamais on arrive à créer un ordre juridictionnel administratif en plein, c'est-à-dire que depuis le tribunal administratif jusqu'au sommet, même la question de la déclaration du patrimoine qui est dans la Constitution. Pourquoi une cour judiciaire telle qu'elle existe aujourd'hui serait compétente pour recevoir les déclarations des hauts fonctionnaires? Non.
À ce moment-là, on la donnerait, la déclaration des patrimoines serait faite par la haute juridiction administrative. Autre réforme possible, nous avons lancé la décentralisation depuis longtemps, mais les derniers textes datent de 2003, les plus récents. Est-il normal que la décision prise par le maire de Nkayi ou le maire de Ouando, pour l'annuler, il faut saisir la Cour suprême, il faut venir à Brazzaville? Non. Les tribunaux administratifs auraient cette mission-là. J'ai interrogé, j'ai échangé avec certains magistrats. Ils me disent, ah oui, d'accord, mais annuler une décision administrative, c'est quand même un acte tellement important, carrément politique, qu'il ne faut pas laisser ça aux tribunaux administratifs. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui, quand c'est une décision du président de la République ou du Premier ministre, mais quand c'est la décision d'un préfet, quand c'est la décision du maire de Pointe-Noire, il faut quitter Pointe-Noire pour venir saisir la Cour suprême? Non. Les magistrats qui animent aujourd'hui les tribunaux administratifs, je peux dire que c'est parmi les mieux formés aujourd'hui. Ce sont des jeunes, c'est vrai, en carrière, mais en termes de formation, ils sont à la pointe de la connaissance juridique. Et on devrait leur faire confiance pour que la légalité administrative soit respectée dans les départements, dans les districts, dans les communes. C'est pas normal que vous habitez Infondo, vous contestez la décision du maire d'Infondo. Voilà. Donc c'est une décision du quotidien, mais pour la contester devant le juge, il faut venir à Brazzaville, c'est la Cour suprême. Non, il y a la distance géographique, financière. C'est même... c'est contraire à la démocratie, tout simplement. C'est contraire à la démocratie. Nous sommes une démocratie encore à pas d'enfant, comme on le dit. C'est l'apprentissage. L'apprentissage, mais vous venez de dire quelque chose de fondamental. Vous rêvez, après toutes ces analyses, après tous ces constats que vous avez eu à faire, vous le faites d'ailleurs maintenant, présentement, et vous pensez aller vers ces réformes. Alors, je sais que c'est pour le bien du pays, c'est le Congo qui gagne, la démocratie congolaise qui gagnera. Alors, comment faire pour emmener le pays vers ces réformes? Est-ce qu'il y a possibilité de le faire? Sinon, que faut-il? Bon, j'allais dire, c'est très simple, c'est pas simple. C'est en même temps compliqué, mais c'est possible. Oui. Premièrement, il faut une loi. Oui. Il faut une loi qui crée des nouveaux tribunaux administratifs. Dans la partie septentrionale, on imaginait un tribunal administratif à Ouando, on imaginait un tribunal administratif à Dolisie. Et deuxièmement, la même loi créerait une juridiction suprême en matière administrative. Ça existe dans les autres pays, au Burkina Faso, au Sénégal. À ce moment-là, le litige, parce que la situation que nous avons aujourd'hui est la suivante. Si vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Brazzaville, parce que même le tribunal administratif de Brazzaville n'a ses compétences que dans les 9 arrondissements. Les 9 arrondissements. Évidemment. Mais le tribunal de grande instance de Brazzaville a ses compétences jusque dans le nouveau département de Dieu-les-Fini, jusqu'à Goma-Tété, et jusqu'à l'île Mbamou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans le département de Brazzaville, vous habitez l'île Mbamou, s'il y a un contentieux contre l'administration, vous ne saisissez pas le tribunal administratif, vous saisissez le tribunal de grande instance. Et si vous habitez Makele-Kele, vous avez un contentieux contre l'administration, vous saisissez le tribunal administratif. Voilà deux citoyens qui sont dans le même département, c'est le département de Brazzaville, pour les mêmes affaires, pour les mêmes litiges, qui vont aller devant des tribunaux différents. Ah oui. Et là, moi, je pense qu'on viole le principe d'égalité, l'égalité des chances. Le contentieux administratif qui est résolu par un juge judiciaire, donc c'est-à-dire par un juge qui n'a pas été formé pour ce type de contentieux, et le contentieux administratif qui est résolu par le juge administratif, donc par un spécialiste, c'est pas la même chose. Quand vous voyez un généraliste en médecine et un spécialiste, les chances de guérison ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc je pense que on m'a dit qu'il y a des problèmes d'argent. Non, on a suffisamment, ces 10 dernières années, comme par enchantement, on a, plutôt par coïncidence, on a formé beaucoup de magistrats au Congo et à l'étranger. Et ces magistrats-là, au lieu qu'ils restent à Brazzaville et à Pointe-Noire, parce qu'ils sont nombreux là, à ne rien faire. D'autres même vivent à l'étranger en train d'émarger sur le budget de l'État congolais. On les affecterait dans ces nouvelles juridictions. Et je pense que le citoyen congolais le rapproche, en même temps qu'on rapproche l'administration de l'administré par la décentralisation et par d'autres réformes, on devait rapprocher l'administré de son juge. Parce que le droit d'avoir un juge, le droit de connaître son juge est un droit constitutionnel. Absolument, absolument. Voilà. Alors, professeur, l'État est souvent aux prises avec les tierces personnes ou bien les patrons des terres, il faut dire les fonciers, sur les questions des terres, et là aussi c'est très complexe.
Nous, lorsque nous essayons de réfléchir, nous allons souvent voir le cadre de fonctionnement, les cas de fonctionnement effectivement de cette gestion des terres. Est-ce que, à ce niveau, lorsque l'État a des conflits avec des terres, ces tribunaux peuvent s'impliquer? Oui, les tribunaux administratifs sont compétents parce que c'est l'État qui reconnaît, pour simplifier, c'est l'État qui reconnaît à tel citoyen que vous êtes propriétaire de telle terre, de telle... À ce moment-là, il y a des contentieux. Et dans les juridictions, à Pointe-Noire, au tribunal d'administration de Pointe-Noire, je vous assure qu'il y a un contentieux fourni dans la reconnaissance de la propriété terrienne. Parce que la question de la terre, au fond, on a plusieurs droits qui s'entremêlent. Oui. Il y a le droit précolonial. Avant l'arrivée de la colonisation, nous existions. Il y avait deux droits. Le colon est arrivé avec son droit. Puis il y a eu l'indépendance. Et puis il y a eu le communisme avec la terre qu'on a reconnue, qui est la propriété de l'État. Et puis les propriétaires fonciers ou terriens, en 91, ont repris la conférence nationale. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, il y a des litiges famille X contre famille Y. Il y a là, les juridictions administratives, c'est vraiment leur domaine. Et c'est à eux. Moi, je dis que c'est le juge de paix en matière de foncier, en matière foncière. C'est le juge de paix. Il faut aller vers le juge du tribunal administratif. C'est pour ça que, comme il y a la terre partout, il faut qu'il y ait le tribunal un peu partout. Évidemment. Pour statuer sur ce genre de contentieux. Parce que ça exige une spécialisation, une connaissance de la question. Oui, une question, en tout cas, cher relateur, très complexe, qui divise les Congolais, qui met les Congolais aux prises entre eux, parfois entre l'État, entre le politique. Et on se cherche. Lorsque, en tout cas, prof, la matière nous est donnée, une litige nous est présentée, nous-mêmes, de la presse, on sent un vide quant à réfléchir même. On peut réfléchir sur la question, mais aboutir à une conclusion pose problème, où on fait recours au texte du ministère, mais quelque part on vous braque, on vous présente la loi traditionnelle parfois, les Mfumoto, les garants de terre, parfois c'est l'État, d'autres disent que la terre appartient à l'État, d'autres, et lorsqu'il s'agit des terres où l'État a besoin de construire par exemple, ça pose souvent problème. Oui, moi ça me choque parce que depuis la conférence nationale, l'État a été affaibli dans cette question, dans ce domaine des terres. Je ne comprends pas que l'État n'arrive pas à s'affirmer comme acteur principal de la gestion de la terre. C'est la question, en fait. Parce que quand on définit l'État, on dit l'État, il y a 3 éléments constitutifs de l'État: la population, le gouvernement souverain et le territoire. Qu'il soit marin, fluvial, terrestre, tout ça, aérien. Mais le territoire, c'est le territoire de l'État. On n'a même pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le dire dans un texte. Mais l'État... on appelle ça, nous en droit, on appelle ça une incompétence négative. C'est-à-dire que l'État a des prérogatives qu'il n'exerce pas. Alors, le désordre s'installe. En tant que juriste, je ne comprends pas, par exemple, que certains ministères cherchent des titres fonciers. Oui. Mais qui garantit la propriété foncière? C'est l'État. C'est l'État. Et vous allez vous chercher les titres fonciers à vous-même. Donc l'État se délivre ses propres... Mais bon, c'est ridicule. L'État a la force publique, l'État est le garde de l'ordre public, l'État est le fonctionnement régulier de la société. C'est lui qui doit, la paix sociale, qui doit garantir la paix sociale. Et bon, c'est les Mfumoto, parce que bon, ça c'est un droit qu'il ne faut pas négliger, c'est vrai. Mais il faut que l'État mette de l'ordre, parce qu'aucun État ne peut se développer sans la maîtrise du sol. C'est pas possible. Et dans certaines de mes autres fonctions, il a été démontré qu'au Congo, à peu près moins de 20% des parcelles de terrain en milieu urbain, donc Brazzaville, Pointe-Noire, Oando, Dolisie, moins de 20% des parcelles, on connaît le propriétaire. Ah oui. C'est exactement 16%, même à Brazzaville. On a fait une étude, quand on dit, vous allez dans la rue Djambala, dans la rue Franceville, à qui appartient cette parcelle? Bon, 16%. Dans 16% des cas, on a dit que c'est exactement un tel et il n'y a pas de litige. Oui. Mais sinon, dans les autres cas, on dit c'est un tel. Ah oui, non, mais c'est plutôt la tente, c'est bon. Allez à Poto-Poto, un endroit où circule beaucoup d'argent chaque jour, qui appartient à la terre. Mais non, il faut que l'État se ressaisisse, il faut que l'État garantisse la paix sociale dans cette question-là et ne pas laisser les propriétaires fonciers qui ne sont pas toujours les propriétaires légitimes. Aucune personne ne peut être au-dessus de l'État. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, il y a un conflit entre le droit traditionnel
On est témoin, un legs de nos sociétés. C'est pas facile de casser cela parce que nous sommes des Oui, parce que en fait, ça vient de quel... bon, j'ai essayé de réfléchir sans que la réflexion n'aboutisse, mais il y a un problème historique. C'est que sociologiquement, historiquement, chez nous, la terre ne se vend pas. Oui. La terre appartient à une famille. D'ailleurs, même quand on fait des communiqués, on fait passer des annonces ou des communiqués, on dit un tel est décédé, il sera enterré dans un cimetière familial. Oui. Donc la famille a des propriétés, qui peut être un lac, qui peut être une rivière, qui peut être une forêt, qui peut être un... Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous étions pendant des siècles dans un système où la terre était hors commerce. Paradoxalement, c'est l'être humain qui était dans le commerce. On vendait les gens chez nous. Oui. Et dans le monde occidental, c'était l'inverse. On vendait la terre, mais on ne vendait pas les hommes. Bon, maintenant, on commence à vendre la terre. Et la question, à qui appartient la terre? Je pense aussi que des réformes, vous avez raison, des réformes, l'État tel qu'il a emboîté ces réformes, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que il y a des commissions départementales, des commissions nationales, ceci, cela. Ça ne cadre pas. Ça, c'est le droit étatique. Oui. Il faut que le droit étatique revienne vers le droit que j'appellerais, moi, le droit social, la réalité. Il faut qu'il vienne vers la réalité parce que dans chaque village, les gens savent qui est le vrai propriétaire, Absolument. qui n'en est pas. Absolument. Et en associant les historiens, des psychologues, des sociologues, on peut arriver dans chaque département à déterminer à qui appartient la terre et dans quelles conditions on peut la répartir d'abord entre soi et puis éventuellement exercer un droit commercial, enfin la vendre aux tierces personnes. À Pointe-Noire, dans le Kouilou profond, c'est très compliqué. Il y a des grandes familles. Mais est-ce que la famille, c'est une entité juridique? Ça aussi, c'est un problème. En République, surtout. Ouais, mais nous sommes en République et on n'a pas de royaume dans le pays. Allez-y comprendre. Voilà, c'est un problème, je pense. Mais il faut que l'État s'élève. Mais c'est encore vous, les juristes, qui doivent... Non, c'est le décideur. Ouais, le décideur, nous pensons souvent, nos journalistes, le décideur est souvent éclairé par le juriste. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Éclairé par le juriste, parce que, je vous le dis, parce que récemment, il faut qu'on traite ces questions pratiques pour faire comprendre l'opinion. Nous avons été saisis par des femmes agricoles, bien des citoyens, voilà, et qui sont en train de perdre leur terre. Dans les greniers du Congo, vous en avez partout, les gens ont pris l'habitude quand vous avez dû de vendre les terres. Quand vous vérifiez lesquels vendent, les soi-disant Fumutoto. Mais lorsqu'ils le font, ils font perdre à la population cette richesse qu'est la terre, alors qu'ils ne vivent que de cette terre. Et vous vérifiez, ce sont les entreprises qui achètent. Et il y a des cas comme ça dans les tribunaux déjà. J'ai vu ceux qui ont saisi. Ah oui. Voilà. Énormément. Énormément. Mais je pense aussi qu'il faut distinguer ce qu'on appelle les attributs de la propriété. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un droit d'usage. Chez nous, dans notre pays, on confond souvent le droit d'usage et le droit de propriété. Ah oui. On vous installe quelque part pour faire du maraîchage. Et après 10 ans, 15 ans, on dit « Ah bon, nous on est là depuis longtemps, donc c'est devenu notre terre. » Non, il n'y a pas de transfert de propriété. Celui qui vous a installé là reste le propriétaire. Vous êtes un usufruitier en quelque sorte, vous utilisez. Donc, vous utilisez la terre d'autrui. Mais, encore une fois, je pense que la culture de l'oralité ne nous rend pas service. Ah oui. Parce que c'est chaque fois que, par exemple à Tarangaï, quand on a installé les maraîchers de Tarangaï, après nos compatriotes aient été chassés de la République démocratique du Congo, il aurait été, sous le régime Assambadéba, il aurait été prudent d'écrire ça, que vous vous installez là, mais vous n'êtes pas propriétaire, vous usagez pour l'intérêt de la nation, parce que vous avez été expulsé d'un pays étranger. Vous vous installez là, on résout un problème ponctuellement, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Or, comme on n'écrit rien, l'enfant qui naît dans ces conditions et dans ces localités, il se croit héritier de ce que ses parents ont dit. Donc tout ça, c'est le désordre administratif en fait. C'est le désordre administratif. Et malheureusement, plus on s'éloigne de 1960, c'est-à-dire des indépendances, moins la règle de droit administratif. C'est pas du droit, c'est pas la Constitution. Non, je parle du droit administratif est respecté. Moins la règle de droit administratif est respectée. Or, aucun État ne peut se développer sans le développement administratif, sans démocratie administrative. Parce qu'elle existe aussi. C'est ça, la démocratie administrative, c'est ça, le fait de savoir que la terre là appartient à X, à telle famille, à telle personne, et qu'on n'a pas le droit
d'aller s'installer ou de l'exproprier sans l'indemniser. C'est ça que la Constitution même dit. Mais la démocratie administrative, nous, on parle beaucoup de la démocratie politique, le droit de vote, le droit d'être élu. Évidemment. Mais le fondement de tout État, c'est la démocratie administrative. Wow. Ça aurait été un immeuble en étage, on saurait que la démocratie administrative, c'est le rez-de-chaussée. Peut-être même le fondement, la fondation, quoi. Voilà. Alors, nous allons commencer à chuter. Je vois là, il nous reste 5 minutes. Alors, je me focalise plus sur cet appel que vous avez eu à lancer lors de la conférence de presse au premier magistrat congolais. Alors, j'ai bien suivi le document. Dans ce souci-là de la réforme, vous avez fait appel au chef de l'État, une proposition. Alors, connaissant bien, on rappelle, hein, dans votre développement, vous avez cité l'homme beaucoup de fois. Vous avez apprécié même ces initiatives qui ont mené le pays vers. Est-ce que vous pensez que cet appel veut trouver une réponse? Voilà. J'ai foi. On serait à l'église que je dirais, comme Jésus devant le corps de Lazare, que je sais, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ah ouais. Ah ouais. Nous pensons que les réformes qu'il avait entreprises dans les années 80, en créant une Cour des comptes, en créant un conseil constitutionnel, parce que nous, on fait un lien dans l'œuvre de la personne. On ne s'arrête pas. En tant qu'administrativiste, on ne s'arrête pas au soubresaut politique. Absolument. En 1983, création de la Cour des comptes, création du Code de procédure pénale, administrative, financière et commerciale qui consacre un statut, un titre particulier au contentieux administratif. Installation des tribunaux administratifs en 2014, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes pratiquement, ça aurait été un bateau bientôt d'accoster. Et l'aboutissement de cette réforme, nous sollicitons très respectueusement auprès du premier magistrat du pays que la réforme aboutisse à la création d'un ordre juridictionnel administratif. Que le contentieux que l'administration ne soit pas traînée devant n'importe quel tribunal. C'est quand même l'incarnation de l'intérêt général. Et nous, on dit juger l'administration, c'est encore administrer. C'est-à-dire qu'il faut que l'administration soit jugée par des personnes qui connaissent bien l'esprit administratif, et tout en disant le droit, bien sûr, mais qui doivent se dire que lorsque quelqu'un vient demander 100 millions de dommages et intérêts à l'administration, que c'est disproportionné, qu'il y a l'intérêt général et que nous sommes dans un pays sous-développé, qu'on ne peut pas octroyer comme ça 100 millions à quelqu'un en rapport avec le préjudice subi. Donc, j'ai foi qu'aujourd'hui ou demain, nous continuerons à faire le plaidoyer pour que en même temps que comme nous avons eu le Conseil puis la Cour constitutionnelle, que nous avons eu la Cour des comptes, que demain nous ayons une juridiction suprême compétente en matière administrative, où il n'y aura que des juges qui ne feront que ça. Parce que figurez-vous que aujourd'hui la Cour suprême rend en moyenne 4 à 5 arrêts, décisions en matière administrative par mois. Vous multipliez par 12, c'est presque ridicule. Absolument. Parce que selon mes investigations, il y a plus de 2000 affaires devant la Cour suprême en attente. Et j'ai même retrouvé des recours de 2009. 2009, nous sommes en 2025. Wow. Et il y a ce qu'on appelle le délai raisonnable. C'est antidémocratique. Quelqu'un qui vous saisit en 2009 et en 2025, il n'a pas encore reçu réponse, pour parler simplement. Oui. Alors que normalement, si on fait ces réformes-là, je pense qu'il sera possible que chaque administré, je dis bien chaque administré, c'est-à-dire la personne qui est en face de l'administration, ait réponse à ces questions dans un délai de 12 mois. Wow. 12 mois, c'est raisonnable. Et parce qu'il y a des personnes qui réclament beaucoup de droits à l'administration, mais parfois c'est faux. Parfois c'est faux. Les gens ne connaissent pas toujours leurs droits. Même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais la réalité est différente. Donc, il nous faut cette réforme-là pour rapprocher l'administré de l'administration, 2, pour réduire les délais de recours, et 3, pour qu'on applique à l'administration le droit qui lui revient, qu'on n'applique pas à l'administration le droit qu'on applique à tout particulier.
Alors, maître, je vais, excusez-moi de vous appeler maître professeur. Oui. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça aussi. Alors nous allons vers des échéances aussi importantes. Vous êtes constitutionnel, nous allons vers les échéances présidentielles. Nous, journalistes, c'est le temps pour nous de préparer déjà l'opinion, et l'opinion dans toute sa diversité. C'est vrai que les Congolais, petit à petit, nos orients politiques, sont en train de perdre confiance, permettez-moi le terme, à la justice. Nous ne savons pas si c'est question de culture ou pas, mais surtout les politiques. Lorsqu'il y a un verdict, souvent, les gens ont du mal à se plier face à la loi, face au droit. Ça pose toujours problème. En tout cas, c'est une question essentielle. Comment expliquez-vous cela? Je ne vais jamais rater cette occasion. Ben, c'est une culture, hein. Vous l'avez dit en fait, le mot est sorti de vous, hein, c'est une culture. Il faut croire au juge. Il faut croire au fait que le juge, c'est le dernier rempart. Et que quand le juge a dit le droit, ce qu'on appelle ça la vérité judiciaire, quand le juge a dit le droit, si c'est s'agissant des tribunaux administratifs, vous n'êtes pas satisfait, voilà. Allez à l'instance supérieure. Il y a eu des recours ici en matière électorale justement. Parfois on se trompe même d'ailleurs parce que les échéances qui nous arrivent là, ce sont des échéances nationales et qui ne relèvent pas des tribunaux administratifs. Mais quand l'instance constitutionnelle ou légale qui est chargé de dire le droit en la matière, s'est prononcé, même si c'est en votre défaveur, il faut se plier. Un républicain, c'est ça. Oui. Parce que quand on vous dit que vous n'avez pas raison, mais parfois, c'est à juste titre et qu'il faut utiliser d'autres voies, d'autres canons. Donc la République est ouverte, les instruments juridiques sont multiples. Et nous devons aller toujours vers la consolidation de la culture du droit. Le droit n'est pas utile seulement quand ça vous arrange. Oui. Hein? Et malheureusement, il y a une manipulation, il y a une instrumentalisation du droit qui n'est pas bonne pour la démocratie. Et je pense que pour la paix sociale, pour la paix dans le pays, quelles que soient les orientations, il faut que le juge soit au centre de toutes les activités. Est-ce qu'au Congo, la fonction ou la profession qui est vôtre subit des pesanteurs aussi? Oh, ça ne manque pas, hein. Ça manque pas. Et quelquefois même, mais il y a les deux côtés, il y a les deux sens. C'est-à-dire, moi, en ce qui concerne les juridictions administratives, il arrive des fois que, et ça c'est une faiblesse, que le juge administratif soit collé au calendrier politique national, de sorte que les affaires qui sont traitées, et c'est pour ça que moi je veux que la Cour suprême disparaisse en telle qu'elle fonctionne, parce que les affaires sont traitées selon le calendrier politique national. Effectivement. Or, elle doit avoir son rôle. Il y a des magistrats qui font du grand boulot, du grand travail, qui protègent. Quelquefois même, ils renvoient des affaires parce que l'État n'a pas préparé sa défense. Et ça, c'est une faiblesse. Et le président de la République l'a dit à plusieurs reprises que l'État perd beaucoup de procès. Mais l'État perd beaucoup de procès, ce n'est pas parce que l'État se comporte toujours mal, mais c'est parce que ceux qui sont chargés de défendre les intérêts de l'État ne le font pas normalement. Et là, nous avons des magistrats qu'il faut saluer, qui parfois se mettent. C'est là où l'intérêt d'avoir un juge administratif qui sait qu'il faut dire le droit, oui, mais il faut protéger aussi l'intérêt général. Wow. Donc, les pesanteurs viennent du politique, mais en même temps, on peut dire aussi qu'il y a un répondant. On peut appeler des héros dans l'ombre, hein, parce que le magistrat, il ne veut pas aller dire aux gens que moi j'ai dit le droit parce que non, il n'a pas à se justifier, il a à motiver sa décision. Donc, tout se tient et tout doit s'équilibrer. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui fait la sacralité donc de votre profession? Oui, mais à partir du moment où l'État n'est plus, l'État est laïque. C'est-à-dire qu'on a, maintenant, le pouvoir vient d'en bas, le pouvoir vient du peuple. Nous disons le droit au nom du peuple. On doit être à la hauteur de l'attente des populations. Et ça, je pense qu'on est en train de... En tout cas, en ce qui concerne les tribunaux administratifs, on est en train de les faire de manière satisfaisante, de mon point de vue. Les 10 ans que nous avons célébrés, la population, sous réserve des questions d'exécution des décisions de justice. Mais dans la motivation, on peut être satisfait et on peut considérer que la mission a été accomplie et que le législateur a eu raison, 1, d'instituer les tribunaux administratifs, 2, de les mettre en fonctionnement. Mais il faut qu'on aille plus loin
j'allais dire, plus loin ensemble. Plus loin ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dernière occasion que nous vous donnons, nous allons boucler alors. Chez nous, pour chuter, l'invité, professeur, face à la caméra, vous avez un dernier mot pour la circonstance au Congolais. Mon dernier mot ne peut pas être le dernier parce que le débat continue. Absolument. Et nous souhaitons que les réformes que nous avons sollicitées très respectueusement, qu'elles aboutissent demain ou après-demain. En tout cas, j'allais dire, vive demain la création d'un ordre juridictionnel administratif. C'est très attendu des magistrats, c'est attendu des juristes, c'est attendu des praticiens du droit. Voilà qui a été de notre échange avec le professeur Placide Moudoudou. Je vous ai rappelé au départ qu'il est agrégé de droit public, doyen honoraire de la faculté de droit de l'université Marungaby. Ce n'est pas un homme à présenter en tout cas à la population congolaise. Alors, nous avons donné matière aux intellectuels de réfléchir en tout cas sur une telle problématique pas aussi facile. Vous avez fait école à travers tout cet échange. Une nouvelle donne, en tout cas, est présentée dans le pays, c'est ce projet qui peut susciter normalement l'adhésion de pas mal de juristes, pourquoi pas des intellectuels, parce que c'est un spécialiste dans le domaine. En tout cas, tous mes remerciements, professeur. Moi aussi, je vous remercie. Merci pour cette tribune. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.